Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nissa. L'OGC Nice concède le match nul à la maison pour les 10 ans de l'Alliance Riviera, 0-0 face au stade brestois d'Éric Roy. Beaucoup d'anciens entre ceux qui étaient venus commémorer les 10 ans de ce fameux Nice-Valenciennes et ceux qui sont désormais dans l'effectif et sur le banc du stade brestois. Une ambiance de fête, en tout cas c'était avant le match pour cette date anniversaire. Malgré tout, des bons souvenirs dans ce stade, mais pas que. Nettement moins sur le terrain, après avec un 0-0 un peu triste, et en tout cas qui ramène tout de suite les supporters de l'OGC Nice à une certaine réalité après une semaine fantastique avec des matchs face à Paris, face à Monaco. On ne vous en reparle pas, on a fait des émissions là-dessus, mais c'est le retour sur terre pour nous aussi dans cette émission, et on va en parler avant le dernier match face à Metz, avant la trêve. Messieurs, du coup j'ai le plaisir, j'en oublie de vous présenter, je suis tellement à l'aise avec vous, avec une équipe titulaire. Alors c'est là que les remplaçants vont commencer à gueuler et réclamer un départ, mais on va les accueillir quand même. D'abord, Alric est avec moi. Salut Alric, comment vas-tu en ce jour d'anniversaire, malgré tout? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va, c'était plaisant d'assister à ce 10e anniversaire. J'aurais aimé voir un peu plus sur le terrain, mais on en discutera. Mais en tout cas, je suis content d'être avec vous pour en parler. Jérémy est également des notes. Salut Jérémy, comment vas-tu? Salut Sky, salut à tous. Écoute, un peu comme Alric, ça va, mais quand même assez déçu par ce qu'on a vu cet après-midi sur le terrain. Bon, on vous sentait bien quand même la déception qui pointe dans la voix de mes collaborateurs du jour, et puis dans la mienne, mais ça vous avez peut-être déjà un peu plus l'habitude à force de l'entendre à chaque émission. Mais très clairement, l'OGC Nice avait l'occasion de passer en tête du championnat. Alors bien sûr, après 7 journées, c'est symbolique, mais encore comme le titre de l'émission le suggère, on a l'impression que c'est encore une occasion de manquer pour Nice, de grimper, de franchir un cap devant un stade plein, et puis d'essayer de lancer quelque chose. Rien de grave naturellement, et on reviendra sur le contenu du match, mais avant on va effectivement parler quelques instants de ce qui a touché toute la famille rouge et noire cette semaine autour de Alexis Beka. Donc vous avez, si vous écoutez cette émission, vous savez de quoi on parle, vous avez déjà vu, lu, entendu tous les détails, on ne reviendra pas là-dessus. On en parle forcément puisque en tant que supporter, en tant que membre de cette famille, on a envie de lui apporter tout notre soutien. C'est bien peu de choses et on ne peut pas faire plus, mais en tout cas c'est sincère. On est tous avec toi Alexis, on est avec ses proches, et puis on espère une issue favorable à tout ça, que le temps soit long, on n'en doute pas, mais en tout cas qu'au bout il y ait quelque chose de meilleur qui en ressorte. Messieurs, quelques mots, si ce n'est que des mots de soutien, je pense que c'est déjà le maximum qu'on peut faire, mais naturellement, si vous avez quoi que ce soit à exprimer sur cet événement qui nous a tous touchés, la parole est libre dans cette émission. Moi, j'ai été très touché par ce qui s'est passé. J'ai pas passé une très très bonne journée suite à cet événement. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire à part lui apporter tout le soutien possible. Nous ne sommes pas des proches, nous sommes des supporters, mais forcément, il est un joueur de notre équipe, il est un être humain à part entière. Et voilà, lui apporter tout mon soutien. Et pour tout ce qui s'est passé autour de cette affaire, il y a des choses à dire, mais je m'en expliquerai avec les gens concernés. Oui, voilà, pareil pour moi, c'est vrai que vendredi, à partir du moment où on a reçu cette nouvelle-là, j'ai pas passé une très bonne journée, honnêtement. Ça m'a quand même touché. Je pense que la seule chose qui compte, c'est apporter notre soutien justement à Alexis Beka. J'espère vraiment pour lui qu'il est entouré et qu'il va aller mieux le plus tôt possible en tout cas. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va aller bien et que ça ira mieux bientôt. C'est tout ce qui compte. Dorénavant, notre rôle en tant que supporter de l'OGC Nice et puis en tant qu'être humain, tout simplement, c'est de lui apporter certes moralement tout le soutien que l'on peut, mais de respecter sa vie privée, son intimité, son image, tout ça, ce que certains médias locaux, on va les citer parce qu'il n'y a pas de raison, eux ne se sont pas privés de citer le nom du joueur alors que l'opération des forces de l'ordre n'était même pas encore terminée. On pense à vous, France Bleu Azur. On pense aussi à BFM Côte d'Azur. Après, on pense toujours aux médias salopes habituels qui d'habitude ne font ça que sur le mercato, dont on s'en accommode plutôt bien. Mais voilà, on peut également penser à RMC, à Foot Mercato. Enfin voilà, beaucoup de gens qui n'ont même pas respecté déjà ni l'éthique de leur métier, ni la simple morale humaine, on va dire. Mais bon, que vaut encore l'humanité et l'éthique face aux perspectives de faire du fric, du buzz, tout ça.
On le sait d'habitude, quand ça touche juste le jeu, le ballon, et ben malheureusement, quand ça concerne une vie humaine et une situation dramatique, on semble que certains n'ont même pas la décence de s'imposer ce genre de limite. Alors heureusement, on a des journaux locaux comme Nice Matin, nationaux comme l'équipe, qui ont su faire leur travail, donc c'est-à-dire celui d'informer, mais tout en respectant la personne concernée. On peut s'en féliciter. On regrette malheureusement qu'ils aient été bien minoritaires. Clôturons, si vous le voulez bien, cette page sur cet événement de cette saison. On espère qu'il sera suivi de meilleures nouvelles. Et puis, parlons du match qui a opposé l'OGC Nice cet après-midi, parce que on enregistre tout de suite à chaud. C'est peut-être aussi pour ça que vous entendez autant de déception dans nos voix. On espère que, notamment toi, Alric, dans Copégon demain, tu auras peut-être un peu plus le loisir de faire la part des choses avec 24 heures de digestion de ce match. J'en doute peut-être un peu, mais peut-être on va commencer sur une petite prise de température, même si elle fait pas trop d'illusions. On est forcément déçus, c'était l'occasion de frapper un grand coup devant un stade plein, de prendre cette première place, de battre un autre ancien entraîneur de l'OGC Nice, après Patrick Vieira il y a quelques semaines. C'est une occasion manquée, encore une. Alors bien sûr, ce n'est pas Nantes, ce n'est pas Bâle, gardons quand même certaines mesures, mais ça vient s'ajouter à la longue liste des déceptions que l'OGC Nice nous a gratifié ces dernières années, alors que finalement 3 matchs, 7 points, une 4e place au classement, on est un peu dans une situation paradoxale de se dire on aurait signé pour 7 points en 3 matchs, on aurait signé pour cette 4e place, mais on arrive encore à être vraiment déçu de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est devenu trop gourmand ? Est-ce que ces 2 victoires de prestige nous ont donné un peu les yeux plus gros que le ventre ? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous ressentez ça cet après-midi ? Moi, mon petit souci, en fait, c'est que c'est un peu une situation de déjà vu, ce match-là. Honnêtement, je m'attendais à ce type de match, où avec justement un peu d'occasion, un match assez fermé, assez soporifique, et on a eu ce type de match-là. Ça me fait un peu penser à la saison dernière plutôt, où on a gagné contre Lille, Lens et Marseille, et après on n'a pas su battre des équipes comme Auxerre, Lorient. Je trouve que c'est un peu le même cas. Alors après, Brest fait un excellent début de championnat. Ils ont plutôt fait, je trouve, un bon match cet après-midi, eux aussi. Donc bon, je suis très déçu en fait, surtout du contenu du match. Le résultat, on n'a pas gagné, ok, c'est un 0-0 qui est décevant, mais c'est vrai que c'est le contenu, moi, qui m'a vraiment dérangé. En fait, au final, on a 4 matchs à domicile. Pour moi, les 4 matchs, il y en a 3 qui sont vraiment pas bons, et il y en a un qui était plutôt pas trop mal contre Strasbourg, où Youssef Attal quand même nous met un but au bon moment pour que le match soit différent. Mais je trouve que pour l'instant, les matchs à domicile sont vraiment pas très très bons. Honnêtement, contre Lille, on n'a pas fait un bon match. Contre Lyon et Brest, là, les 2 matchs se ressemblent un peu. On n'arrive pas à produire du jeu et à mettre vraiment en difficulté les défenses adverses. Et là, en plus, quand on tombe contre une équipe de Brest qui est en confiance et qui est solide dans ce début de saison, on n'a pas forcément mis en place quelque chose pour les mettre en difficulté, j'ai l'impression. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment un match qui c'était très mou. À part les 2 occasions qu'on a eues en première mi-temps avec la transversale de Jérémy Boga et le tir de Laborde sur le gardien, on n'a pas eu grand-chose. Je crois qu'en seconde mi-temps, on a eu une occasion avec Guessant qui fait son tir juste quand il rentre, mais sinon il s'est rien passé, quoi. Donc voilà, c'était vraiment déçu par le contenu, surtout que ça fait quelques semaines qu'on nous dit c'est les 10 ans de la Lance Riviera, tout ça. Donc bon, ça change rien en contenu, mais c'est juste que pour les 10 ans de la Lance Riviera, avoir un match comme ça, c'est quand même très très décevant. Alric, est-ce que, pour rebondir sur ce que dit Jérémy, on en a fait trop avec cet événement, et quand je dis on, c'est tout le monde, le club avec les festivités pour les 10 ans, nous supporters après ces 2 victoires de prestige, le contexte d'affronter le alors leader brestois. Est-ce que en fait on a trop nourri d'attentes, d'ambition autour de ce match, que ce soit en termes de points avec la victoire et en termes de contenu, en disant c'est le match des 10 ans, on a tapé les 2 meilleures équipes du championnat, on va croquer le Borussia Brest. Est-ce que on en a trop attendu, ou est-ce que c'est un retour à la réalité bien mérité et qui s'explique par des raisons footballistiques ?
Je pense pas qu'on en ait trop fait parce que, en fait, nous, en tant que supporters, les médias eux aussi, sont tout à fait en droit de s'enflammer un petit peu. Alors, le mot enflammer était pas le bon, mais nous, en tant que supporters, on a le droit de s'enflammer parce que bah, ça fait plaisir de battre Paris, de battre Monaco coup sur coup, de voir du jeu et de se dire, ça y est, on a quelque chose qui se construit. C'est les 10 ans, il y a les festivités, le stade est plein, tout est réuni pour faire une belle fête. Tout c'est normal qu'on fasse ça parce que si tout de suite on dit, ah non, attendez, faites attention, faut pas trop s'enflammer, on va tout de suite comprendre qu'on manque d'ambition. Donc, je pense pas que ce soit le problème. Le problème, il est footballistique. Aujourd'hui, tu as une équipe de Brest qui, dans l'intensité, était beaucoup plus imposante que nous. Nous. Tout ce qu'on avait vu avec Francesco Farioli en termes de pressing, en termes de récupération haute, en termes de maîtrise, ben, on n'a pas vu ça aujourd'hui. On a vu beaucoup de phases lentes, comme ça a été le cas contre Lyon, parfois un peu contre Strasbourg, mais tout ce qui avait fait notre force à la récupération du ballon pour se projeter vite vers l'avant, on l'a pas vu, on a manqué de beaucoup de justesse technique, on a fait trop d'erreurs dans les transmissions, parfois les transmissions courtes. Je trouve qu'on a eu une très mauvaise vision du jeu. Quand il fallait lancer Mofi, par exemple, on le faisait pas. Quand Boga avait l'opportunité de prendre la profondeur, il la prenait pas. Il y a quelques individualités qui ont tiré leur épingle du jeu, on y reviendra. Pardon, excusez-moi. Voilà. Non mais oui, oui, forcément. Mais par contre, tout ce qu'on a vu, en fait, c'est factuel. Tout ce qu'on a vu ces derniers matchs face à des grosses équipes et des blocs qui jouent, on l'a pas vu contre Brest. Après, de là à dire, parce que je l'ai lu en rentrant, que Brest était un bloc bas, je suis désolé, c'est pas le cas. Brest a C'était mis pas Lyon, en tout cas, c'est le même résultat pour deux matchs quand même très différents et Bah des oui, regrets totalement. qui ne sont pas les mêmes. Totalement parce que Brest nous a pas attendu, Brest nous a beaucoup pressé, ça nous a mis en difficulté. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions parce qu'on a quand même une défense qui est solide, mais ils ont touché le poteau en début de match. Ils ont tenté des percées en début de seconde mi-temps qui nous ont mis très très en difficulté. Donc non, Brest nous a pas attendu, Brest a joué son va-tout, les deux équipes se sont neutralisées, on n'a pas trouvé la solution. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, est-ce que tout ça, c'est parce que il y avait tout cet événement, toute cette ambiance autour du club? À ce moment-là, si c'est le cas, eh bien, restons à notre place de petit club et n'ayons pas d'ambition parce qu'il y a des clubs qui jouent des gros matchs tous les week-ends et qui doivent s'y faire. Hein. Alors après, je veux bien croire que ce qui s'est passé avec Alexis BKBK, tout ça, ça a peut-être un peu touché le groupe, mais encore tout ça, c'est relatif. Ça fait partie de leur métier de gérer tous ces matchs chaque semaine. Donc moi, pour moi, la raison, elle est entièrement footballistique. Parlons-en du coup de ces raisons footballistiques. On va peut-être partir du 11, hein, comme on a l'habitude de le faire. De retour dans le 11 titulaire, Youssef Attal et Jérémy Boga qui étaient alignés. Du coup, on en a parlé dans ce début d'émission déjà. Du très classique, hein, Bulka, Todibo, Dante, Bar, Sanson, Youssouf, Thuram, Laborde, Mofi et donc voilà Attal et Boga que je n'ai pas cité, pas trop de surprises. Sofiane Diop étant touché, c'était forcément voilà Jérémy Boga qui allait prendre sa place et je pense que ça sera un des débats de notre émission notamment et pour Youssef Attal et voilà la concurrence avec Jordan Lotomba continue et je pense que doit y avoir des explications tactiques mais voilà les deux joueurs ont un profil différent, apportent des choses différentes. C'est à la préférence de chaque rencontre. Rentrons quand même dans la partie. Alors, je trouve à titre personnel que Alric, dans le descriptif un peu de ton match, à mon avis, tu es quand même beaucoup resté sur la deuxième période, sans trop m'avancer. Et c'est normal peut-être de rester sur ce qu'on a vu en deuxième partie, parce que pour rentrer dans le match par le commencement, j'ai quand même l'impression que en première période, l'OGC Nice a proposé quelque chose de cohérent. En tout cas, moi, je trouvais à la mi-temps qu'il y avait un manque de vérité dans la surface adverse, mais bon, ça, on le dit depuis le début de la saison, malheureusement, mais que globalement, au niveau qualité de passe, au niveau, on va dire... jeu collectif, c'était assez cohérent, c'était assez fluide, même je trouvais un peu en progrès par rapport au début de saison. Ça s'est totalement éclaté en deuxième mi-temps malheureusement. Mais je trouve quand même qu'on est mieux, enfin qu'on est bien rentré dans le match. Est-ce que peut-être que c'est aussi la volonté de Brest d'un peu attendre, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous avez pensé voilà, de ce 11 sur lequel il n'y a peut-être plus grand-chose à dire vu qu'on reste dans des choses connues et des valeurs sûres de notre effectif.
et de cette entrée dans le match de l'OGC Nice, avec notamment le point d'orgue de cette première période, c'est la double occasion de Jérémy Boga et de Gaëtan Laborde, comme tu le rappelais, Alric. Ouais, là, moi, là, je trouve que le début de match, en fait, m'a un peu rassuré parce que je m'étais dit, bon, on prend le match comme il faut, on arrive à mettre un tout petit peu de rythme, des occasions. Et je pense que cette double occasion qu'on rate, après, c'est ce qui nous met un peu en dedans le reste du match. Alors, je trouve ça un peu étrange. Mais après cette double occasion-là, il s'est pas passé grand-chose parce que la fin de première mi-temps, je trouve déjà qu'on avait beaucoup plus de mal dans les transmissions. Comme l'a dit Henrik, à la récupération et dans le pressing, on était plutôt battu, je trouve. Un de nos points forts, c'était vraiment notre force à la récupération et ce pressing avec vraiment beaucoup de présence. Là, on n'en avait plus à partir de la deuxième partie de la première mi-temps. Donc ouais, moi je trouve que c'est vraiment à partir de cette double occasion qu'on a un petit peu déjoué. Et bon, j'espère que c'est pas juste le fait d'avoir loupé cette double occasion qui nous a mis un peu dedans. Mais voilà, après, je trouvais les joueurs aussi un peu plus fatigués, comme si on avait joué cette semaine justement en Coupe d'Europe. Mais bon, voilà. Enfin, pour en venir à ce constat-là, je trouve que ouais, le début de match était plutôt satisfaisant. Et après, petit à petit, ça s'est un peu étiolé malheureusement. Ouais, je vais pas paraphraser ce que vient de dire Jérémy, je suis tout à fait en accord avec ça. Après, par rapport au 11, c'est un 11 classique, hein. Francesco Farioli fait confiance au même joueur. Alors oui, forcément, Boga titulaire, Attal qui revient, rien qui me choque. Je trouve juste dommage que parfois on prenne pas plus de risques de les chercher, enfin de chercher notamment Youssef Attal sur le côté droit. Enfin, en première mi-temps, il y a plusieurs fois où je voyais les mecs porter le ballon et ça manquait de décalage. C'est un petit peu pour ça que je critiquais notre manque de justesse et notre manque de vision. Je trouve qu'on n'a pas pris beaucoup de risques. Et après, oui, effectivement, même si je ne veux pas paraphraser, il y a quelque chose qui est notable, c'est que tu as cette double occasion qui te fait dire, bon, je crois que on tient le match par le bon bout, et puis après, j'ai l'impression que ça s'éteint. Et le pire, c'est que pour déborder un petit peu sur la seconde mi-temps, ça s'éteint totalement avec l'impression que les joueurs sont cramés à partir de l'heure de jeu. Donc, c'est très très curieux. J'explique pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça m'a un peu choqué sur le match. Petit point stat, 12 tirs à 7 pour l'OGC Nice, mais seulement un tir cadré, celui a priori de Gaëtan Laborde, du coup contre 2 pour le Stade Brestois. Il y a toujours, hein, et je vais pas me répéter ce qu'on répète dans toutes les émissions, mais de toute façon, 12 tirs encadrés, malheureusement, tu as aussi un peu la vérité statistique qui s'impose. Tu dois être plus tueur, tu dois être plus efficace dans la surface adverse si tu comptes faire basculer le match en ta faveur, parce que bon, tu as eu la possession de balle, globalement, tu as eu les plus grosses occasions, mais bon, à chaque fois, il y avait soit la défense brestoise qui a quand même relativement bien fait son job en contrant notamment des frappes intéressantes de Kefren Turam, et puis voilà, un petit défaut dans l'exécution du dernier geste, comme d'habitude, on a envie de dire, mais c'est ce qui te Il n'y a rien coûte, qui change par voilà. rapport à ça, c'est sûr. Non, mais tu vois, comparer un match au final face à Paris où tu as relativement un réalisme plein face au but qui te permet de renverser quand même un doublé de Kylian Mbappé, en tout cas d'y survivre, là forcément tu n'as pas toujours ce loisir de marquer un but sur ton unique tir cadré. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une surface dans laquelle l'OGC Nice fait régner sa propre vérité. C'est en défense, encore un clean sheet. Et puis, l'OGC Nice, toujours meilleure défense de Ligue 1 et de très très loin. 4 buts encaissés en 7 matchs. On ne soulignera jamais autant que nécessaire la performance encore du quatuor, du quintet, même avec Marcin Bulka défensif. Voilà, Jean-Claire Todibo qui sort sur blessure, on espère, et a priori c'est juste une petite douleur qui sera opérationnelle face à Metz, mais encore un match titanesque tout simplement de notre international français, Marcin Pas sans Bulka. erreur, hein. Attention, Vraiment pas sans erreur. pas sans erreur, mais quand même largement, je pense, au niveau qu'on attend de lui. Est-ce que, voilà, au final, l'homme du match, et bon, je sais que j'ai un biais en disant ça, hein, mais est-ce que l'un des hommes du match, si vous préférez, pas tenter d'être un peu plus objectif, ce n'est pas Melvin Barr qui a été quasiment infranchissable et qui a, lui, au niveau, on va dire, abattage technique, physique et dans la mentalité, a été pas loin d'être irréprochable sur cette rencontre. Écoute, je me suis surpris à dire cette phrase pendant le match, en seconde mi-temps. Il n'est pas toujours bon, mais par contre, qu'est-ce qui se bat? Moi, j'ai un souvenir, là, tout de suite, très très frais,
d'une action sur le côté gauche où il arrive proche de la surface de réparation brestoise, il perd le ballon à cause d'un mauvais contrôle, et bien il va se battre et puis il va réussir à faire la différence. Dommage, son centre derrière est un peu écrasé et arrive dans les mains de Marco Bizotte, le gardien brestois. Mais par contre, il est impressionnant. Il est impressionnant parce qu'il lâche pas l'affaire. Alors il n'est pas toujours très bien placé et parfois il a été débordé sans conséquence. Mais par contre, je pense que c'est ça qui fait dire que effectivement c'est peut-être l'un des meilleurs aujourd'hui. C'est qu'il n'a pas lâché l'affaire jamais. Et j'aurais aimé que le reste de l'équipe, avec Melvin Barr, Jean-Claire Todibo et Dante, notamment, soit au même niveau d'intensité, parce que c'est ce qui nous a manqué clairement contre Brest. Jérémy, on se surprend à voir Melvin Barr être de mieux en mieux dans son rôle à travers les matchs. La preuve, pauvre Romain Perrault qui était venu probablement pour lui apporter de la concurrence, voit son temps de jeu vraiment être extrêmement faible. D'un côté, tant mieux, ça veut dire que Melvin fait le taf aussi pour rester le titulaire. Comment est-ce qu'on explique ça ? J'ai bien conscience que je te rends pas nécessairement un service en te posant la question parce que je serais curieux de savoir qui pourrait nous l'expliquer. Sûrement Francesco Farioli lui-même, mais une telle métamorphose, on le savait guerrier, on le savait travailleur, dans l'implication, dans la mentalité, là on n'est pas surpris. Par contre, dans la solidité défensive et même dans ce qu'il apporte offensivement, alors c'est pas devenu Roberto Carlos en matière de qualité de centre, mais vraiment, on sent que son poids sur le jeu offensif s'est également intensifié. Et est-ce qu'on a des pistes d'explication pour ça ? Clairement, oui, c'était un des meilleurs sur la pelouse aujourd'hui de notre côté. Ce qui me fait plaisir, bon, on savait déjà que c'était un joueur qui rechignait pas à faire des efforts, qui se battait. Ça, il a toujours fait. Et là, ça se traduit notamment par beaucoup plus, je trouve, alors défensivement, on savait que c'était quand même plus son point fort, on va dire, plutôt qu'offensivement. Mais je trouve que cette année, en fait, ce qu'il a, c'est que je le trouve beaucoup plus concentré tout au long du match. Parce que l'année dernière, notamment, des fois, il faisait des petites erreurs, des petites fautes qui amenaient des fois des coups francs dangereux et qui nous ont coûté quelques buts. Cette année, je le trouve plus concentré et il a pas peur vraiment d'aller à chaque fois au duel et de vraiment en étant en confiance. Je pense que c'est vraiment toute une question de confiance et les consignes qu'il a cette année lui correspondent beaucoup mieux. Donc pour moi, c'est vraiment cette donnée-là, c'est qu'il est plus en confiance et qu'il est vraiment qui s'adapte mieux à ce qui lui est demandé. Par contre, après offensivement, voilà, il apporte un peu plus, je trouve, dans les dédoublements notamment et sur le fait de porter le ballon plus haut. Et il se recentre aussi. On sait que ça, c'est une consigne de Farioli de voir ses latéraux se réaxer. Et en plus, il y a quelques fois où je l'ai vu, notamment, il voulait faire la passe à Jérémy Boga qui ne proposait rien. Donc du coup, il allait soit dans l'axe, soit sur le côté. En fait, il y allait tout seul. Et au final, on a quand même gagné quelques mètres comme ça. Alors après, il manque toujours un petit peu de la justesse technique dans les centres notamment. Mais je trouve qu'il a plus de présence dans le camp adverse. Donc voilà, en tout cas, il fait un très bon début de saison. Là, je pense que c'est plus un hasard. Ça fait quand même 7 matchs maintenant. Donc c'est comme le disait Alric, c'est dans la continuité. Donc voilà, je suis très content pour lui parce que le fait qu'il se donne beaucoup sur le terrain et maintenant se couple à des performances qui sont meilleures. Donc j'espère que ça va continuer, mais voilà, il faut encore un petit peu offensivement, si on peut trouver un axe de progression, c'est vraiment offensivement dans ces, on va dire, les passes décisives ou les centres qu'il peut apporter. Et puis il a pas pris de petits ponts, hein, lui. J'ai une pensée pour Youssef Attal qui a pris un sale petit pont en début de match. Ouais, il a plus l'habitude de les mettre que de les prendre. Ouais, là, il s'est un peu trop jeté. Non, mais blague à part, oui, Melvin Barr, pour conclure sur ce point, Melvin Barr, il est assez impressionnant. Et je regrette que sur son côté gauche, que ce soit Sofiane Diop qui est en dents de scie et Jérémy Boga qui est passé de idole contre Monaco à pas grand-chose aujourd'hui. Ça va vite le foot. C'est pas que ça va vite, c'est que on pourrait dire oui, mais les supporters sont sévères, mais c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Je regrette que ce côté gauche ne soit pas de meilleure qualité sur les deux lignes. On va en parler naturellement du match de Jérémy Boga et globalement de toute l'équipe. On va pas non plus verser dans le Boga bashing juste après l'avoir encensé. Ce n'est pas le but naturellement, mais on essaye de faire une première partie où on se concentre sur le positif. Ça, c'est histoire de tenir jusqu'au bout de l'émission naturellement. À titre personnel encore, je suis désolé, je donne mon avis là-dessus. J'ai vraiment apprécié le match de Khéphren Thuram. Alors peut-être un peu moins décisif puisque
bah déjà pas de but, hein, ça n'aide pas, et un peu moins présent offensivement. Encore que, moi je l'ai vraiment trouvé. Ça se discute, hein. Ça se discute parce qu'il a pris l'initiative avec de belles frappes qui ont été contrées un peu in extremis par la défense brestoise. Et puis, moi, je l'ai trouvé vraiment présent partout sur le terrain. C'est ce genre de match de complet, de patron que j'attends plus régulièrement de Khéphren Thuram, parce que bien sûr, une grande chevauchée, une passe clé qui va emmener un but, c'est ce qu'on va retenir de lui, et c'est ce qu'on attend de lui, hein, de toute façon, de créer des occasions. Voilà, il y avait la statistique sur le fait que c'était un des joueurs qui créait le plus d'occasions aussi dans le championnat. Mais moi, ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est que tu l'as vu faire du dépassement de fonction tout le temps, que ce soit offensivement où il a pris l'initiative de la frappe, de ce 1-2 qui mène au coup franc de Jérémy Boga. Tu as ensuite tous ses retours défensifs. Tu l'as vraiment vu faire l'essuie-glace. Et moi j'ai vraiment aimé ça. J'ai pas l'impression qu'il ait perdu en justesse technique, en lucidité, en se donnant davantage. Au contraire, je l'ai trouvé précieux face à un milieu de terrain brestois. On sait que c'était leur principale qualité, leur principal danger, et on l'a vu notamment avec un Pierre Lesmelou, et là je me fais plaisir en disant ça, qui aussi était impressionnant dans l'entrejeu dans l'entrejeu brestois. Mais voilà ce que vous avez pensé du match de Khéphren Thuram, et plus largement, si vous le souhaitez, du milieu de terrain niçois, parce que je pense que ça a été c'est un peu les deux points forts des deux équipes qui s'affrontaient, et je pense que s'il y a eu 0-0, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de gagnant de la tête et des épaules. Au milieu de terrain, forcément la qualité était là. Je reproche, surtout un peu en second mi-temps, le fait qu'on ait manqué un peu de vitesse. À un moment donné, c'était plus lent, on n'arrivait pas à trouver les solutions. Mais après, sur le match de Khéphren Thuram, je suis assez d'accord par rapport à ce que tu dis, parce que c'est un des rares qui a tenté des choses de loin. Enfin, je sais pas, quand tu as un bloc qui est un peu resserré et que tu n'arrives pas à le contourner, je pense qu'il faut essayer de le faire exploser en tirant de loin. Et peu de joueurs, pour pas dire aucun, ont essayé. Donc c'est à mettre au crédit de Khéphren Thuram. Il a réussi à provoquer un excellent coup franc que Jérémy Boga nous a envoyé dans le mur. C'est dommage. Après, oui, j'ai pu lire ci et là qu'il y avait des moments où il trottinait, mais c'est normal avec la répétition des efforts. Et puis, on va quand même pas se cacher, il faisait quoi, 30 degrés aujourd'hui? Il faisait super chaud. Et tu joues à 15 heures, c'est forcément compliqué. Ça l'est pour les deux équipes, mais pour les joueurs qui vont à haute intensité, c'est compliqué. Donc, dans l'ensemble, je trouve qu'il a fait un bon match. Il s'est pas caché comme on a pu le reprocher ces dernières saisons, où il y avait des matchs où il disparaissait complètement. Donc, non, c'est bien. Après, Sanson, je sais pas, je le trouve, encore une fois, je le trouve moins décisif, moins présent. C'est peut-être moi, hein, une vue de l'esprit, mais j'attends encore plus de lui. Et puis Youssouf, non, impressionnant. Impressionnant, Youssouf, ouais, rien à dire. J'ai pas trop compris pourquoi il est passé en défense centrale à un moment donné, pourquoi on n'a pas laissé Rosario derrière et lui on l'a mis lui. C'est un peu curieux, mais on y reviendra. Pas beaucoup mieux. Mais sur le match de Khéphren Thuram, je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que depuis 2-3 matchs, il est quand même un peu mieux, et il est plus dans ce qu'on attend de lui en termes de performance, notamment dans son activité, dans son apport offensif. Je trouve qu'il y a beaucoup de mieux. Après, moi, par contre, le milieu de terrain, bon, vous savez que c'est quelque chose dont je parle souvent dans l'émission, mais moi, je reste toujours assez frustré par ce milieu de terrain. Je trouve on a un milieu de terrain qui est très travailleur, mais qui est pas assez créatif et qui apporte pas assez offensivement. Donc voilà, on a un Morgan Sanson qui fait beaucoup d'efforts pour apporter du jeu vers l'avant, à la récupération. Mais je trouve qu'on a un milieu de terrain qui n'apporte pas assez offensivement et qui n'apporte pas assez d'occasions et de situations. Donc on va y arriver en début de match, notamment sur ce match-là, parce que les joueurs viennent d'entrer dans le match, ils sont en plein dedans et ils arrivent à faire quelques occasions. Après, au bout d'un moment, ça s'étiole un petit peu, et vu qu'on n'a pas de créateur dans ce milieu de terrain-là, on n'a pas beaucoup d'occasions. Et combien de fois on a vu, j'ai toujours cette image en tête, et bon, c'est depuis des saisons et des saisons qu'on voit ça, mais un défenseur central, que ce soit Youssouf en fin de match, Todibo ou Dante, le reste du match, qui a le ballon et qui sait pas quoi en faire, quoi. Donc et ça, c'est une tradition maintenant. Donc les matchs à l'extérieur où on joue plus en transition, on y arrive. On arrive à avoir des occasions et à porter le jeu vers l'avant. Et dès qu'on va faire le jeu, qu'on a une équipe qui nous attend légèrement plus bas. Alors attention, je dis pas que Brest est un bloc bas, parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Elric en début d'émission. C'était pas un bloc bas, mais quand on a une équipe qui nous attend un peu plus et qui joue pas non plus très haut sur le terrain,
bah, on a plus de mal. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trouver ces solutions-là. Ça va se répéter contre Metz. Voilà, bah, de toute façon, contre Metz, bon, va jouer à l'extérieur. On verra si on fait le même type de match, mais à un moment donné, il va falloir trouver des solutions. Mais moi, je commence à penser que ces solutions, on les a tout simplement pas, en fait, hein, parce qu'on n'a pas un milieu de terrain qui est assez créatif. Et malheureusement, dans ces matchs-là, on va y venir, où on a des joueurs sur les côtés, comme Jérémy Boga, qui doivent trouver la clé dans ce genre de match-là, parce qu'il n'y a que ces joueurs-là qui peuvent trouver la clé dans ces matchs-là, bah, ne font pas forcément un bon match. Bah, on se retrouve avec un match où bah, t'as pas d'occasion et tout le monde attend, il n'y a pas de mouvement, et du coup, bah, voilà, tu marques pas. On a l'impression que soit on passe par les côtés et on va parler après de Jérémy Boga notamment. Le pauvre, hein, je pense qu'on est en train de donner l'impression qu'on va le défoncer. C'est pas c'est vraiment pas le but. Mais après, de la même façon qu'on parlait beaucoup de Sofiane Diop quand c'était lui qui était titulaire, c'est aussi ce poste-là. On va pas parler de Laborde, hein, parce que franchement, c'était compliqué pour lui. Hein. Voilà, mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on pourra aborder après si tu le souhaites. Mais en fait, tu as l'impression que soit ça passe dans l'axe, mais par une longue transversale de Dante ou de Todibo, par exemple, qui essaie de trouver Terem Moffi en profondeur, ou alors ça passe par les côtés. Mais par contre, essayer de jouer dans l'axe dans les 30 derniers mètres, il y a très peu d'occasions. Voilà, il y a ce 1-2 dont on parlait tout à l'heure qui mène au coup franc de Boga, mais au final, tu as assez peu de solutions et c'est même souvent des joueurs de côté qui vont essayer de se réaxer pour voilà, faire passer d'un côté de l'autre. Et bon, voilà, c'est peut-être aussi quelque chose de récurrent, hein, sans aller jusqu'à dire l'ADN du club. Hein, mais bon, comme tu le disais, Jérémy, j'ai l'impression qu'on a eu cette discussion avec d'autres joueurs, d'autres saisons, d'autres entraîneurs. Donc, c'est peut-être aussi une difficulté à trouver le bon profil de joueurs qui nous permettra d'évoluer là-dessus. Avant de passer sur ce qui nous a moins plu sur cette rencontre, est-ce qu'on peut dire que l'essentiel du positif qu'on voulait souligner a été évoqué sur cette rencontre, et est-ce qu'on peut s'en sortir tout de suite les cartouches et les objets tranchants, au moins dire qu'on passe à ce qui nous a moins plu? Ouais, t'es vaincu, Oui. t'as un clean sheet, c'est ce qu'il faut retenir. T'as un point, tu perds pas. Il y a quelques années, on aurait perdu ce match-là. On Oui. aurait perdu 2-0, un match lamentable. On peut pas dire que c'est un grand match, mais t'as pris un point, t'as pas perdu, t'as pas pris de but. Tu continues sur une série positive. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Passons au moins bon, du coup, ce qui nous a en tout cas moins plu. Bon, on a un peu évoqué certains points en milieu de terrain avec Jérémy, mais parlons du match. Bon, parlons de Jérémy Boga, hein, puisque c'est ce qui a déjà été évoqué en creux de nombreuses fois depuis le début de l'émission. On attendait de voir après son but face à Monaco si ça allait débloquer un peu quelque chose dans son jeu, dans sa tête également, et puis à la faveur de la blessure de Sofiane Diop, deux profils très différents. Sofiane Diop qui peine à s'imposer dans le 11 et à vraiment s'avérer décisif. Boga qui marque dans le derby, qui est le héros de toute la Counter. On attendait de voir face à Brest si ça allait lui permettre de s'installer dans le 11 titulaire. Et ben, tout ce qu'on a à dire, c'est que voilà, Jérémy Boga a d'autres qualités que Sofiane Diop, en tout cas de percussion et peut-être d'élimination en 1 contre 1, mais en tout cas, et c'est un mais extrêmement, on va dire, temporaire, parce qu'on ne parle que du match face à Brest et on ne condamne ni Sofiane Diop ni Jérémy Boga sur la suite de la saison, mais en tout cas, là, il n'a très clairement pas résolu les problèmes qu'on évoquait par le passé. On a l'impression que au niveau, on va dire, intelligence de jeu collective, ou en tout cas au niveau compatibilité avec ses coéquipiers, ça n'a pas été la meilleure copie qu'il aurait pu rendre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la rencontre de Jérémy Boga, mais en tout cas, trouvez que certes, il essaye d'apporter un peu de percussion, de volume, mais il n'a à la fois pas été non plus impérial dans ses duels en 1 contre 1, pas apporté ce qu'il pouvait dans les 20 mètres brestois, et lui n'a pas été décisif lorsqu'il en a eu l'occasion. Et sans revenir sur ce coup franc là, globalement un peu de mouvement, mais une fin de rencontre où on se demande s'il n'a pas même des fois joué plus bas que Melvin Barr sur son côté gauche. Pas d'appel. Moi, ça me rend fou. C'est un joueur qui prend la vitesse, qui dribble, qui doit faire des différences. C'est pour ça qu'il a été recruté. Et il fait pas d'appel. Mais il fait 0 appel. On lui donne toujours le ballon dans les pieds. On lui donne jamais le ballon en profondeur. Il prend jamais. Enfin, c'est un peu comme. Je vais faire une comparaison foireuse. Mais vous voyez, quand vous faites des tours de chauffe avec une moto, bah, elle ira forcément plus vite quand elle aura un départ lancé que quand elle aura un départ arrêté. Et lui, il est toujours à l'arrêt. Il demande toujours le ballon dans les pieds. Il va tenter de faire un crochet et de prendre la vitesse. Et sur ce match-là, notamment en seconde mi-temps, et pourquoi je parle de seconde mi-temps? Parce qu'il était de mon côté et j'ai tout bien vu.
il ne réussissait rien. Et ça me rend fou parce qu'en fait, Melvin Barr, plusieurs fois, il aurait pu l'envoyer en profondeur. Youssouf, il aurait pu l'envoyer en profondeur. Mais il se passait rien. Il se passait rien. Et moi, c'est ce que je regrette par rapport à Jérémy Boga. On l'a pris parce qu'il a un profil très intéressant qui me fait penser un petit peu à Justin Kluivert à certains moments. Dans son côté un peu virevoltant, on l'a vu contre Monaco, certes, qui avait des errances défensives en fin de match qui lui ont permis d'aller marquer ce but, même s'il faut le faire, dribbler toute une défense. Ouais, mais justement, il est lancé et c'est là qu'il a pu faire parler ses qualités sur ce but-là. C'est une fois qu'il est lancé qu'il arrive à éliminer la majorité des défenseurs C'est monégasques. ça. Sauf que là, il a jamais été lancé. Mais pas parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait parce qu'il ne s'est jamais mis en position. Et puis alors, il a fait un truc qui m'a gavé au bout d'un moment, c'est que tu rentres sur ton pied droit, mais envoie quelque chose, propose une frappe. Et non, il va essayer de contourner la défense pour se mettre encore plus sur son pied. Je sais pas, à un moment donné, il va peut-être faire un 360. Et je comprends pas ce qu'il fait. Et donc, du coup, tout ce qui aurait pu permettre de faire exploser le verrou brestois, eh bien, ça s'est jamais passé. Et de l'autre côté, quand c'est comment ça s'appelle, Badri Bonadi qui est rentré, ça a été pareil. Les ailiers aujourd'hui, ça a été compliqué. Ouais, avec Gaëtan Laborde, un titulaire qui, comme d'habitude, a apporté un certain volume de jeu, mais pas nécessairement la percussion et la justesse technique qu'on aurait voulu, même si voilà, hein, l'un comme l'autre, Jérémy Boga et Gaëtan Laborde auraient pu être le buteur sur cette occasion de la première période sur laquelle on ne reviendra pas une nouvelle fois. Jérémy, le nôtre, hein, cette fois, de Avantinissa et pas Jérémy Boga. Qu'as-tu pensé de du match de ton presque homonyme? Est-ce que tu penses être capable de faire une meilleure prestation aujourd'hui dans l'émission que dans la deuxième partie de l'émission, en tout cas que la deuxième partie du match de Jérémy Boga? Je vais essayer de réussir quand même quelque chose. Non, mais en fait, je trouve qu'il a fait un début de match plutôt bon parce que il était assez présent, il provoquait pas mal la défense adverse. Et un petit peu comme l'équipe, à partir du moment où on a loupé ces deux occasions, et donc où lui, il a eu cette transversale sur son tir, il n'y a eu plus rien du tout. Et alors, je lui ne demande pas chaque semaine de mettre le même but qu'il a mis contre Monaco. D'ailleurs, je ne le remercierai jamais assez d'avoir mis ce but contre Monaco à la 80e minute. C'était génial, hein. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait, comme on disait avec Sofiane Diop, qui avait loupé beaucoup de choses pendant les matchs, de ne pas réussir un dribble, et notamment en seconde mi-temps où il n'a rien proposé. Et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. Et il y a pas mal de situations, je parlais tout à l'heure de cette situation avec Melvin Barr, où en fait Melvin Barr attend que Jérémy Boga parte, et en fait il est derrière le défenseur, collé à la ligne, et il propose rien. Donc du coup Melvin Barr il va tout seul en étant plus axial. Et bon, après je crois qu'il y a une espèce de situation, bon qu'on fait pas grand chose après, mais justement je trouve cette action très révélatrice en fait de la grande majorité de son match. Et je comprends pas trop pourquoi un joueur qui a ces qualités-là, parce qu'on sait qu'il a quand même de grandes qualités, il a montré par le passé dans les clubs où il était, sur son but à Monaco, je veux dire, il faut quand même être un sacré bon joueur pour mettre un but comme celui-là, que tu fasses un match comme ça, avec ces qualités-là. Et là où justement, on disait des fois que Sofiane Diop avait sa carte à jouer sur certains matchs, notamment quand Jérémy Boga était blessé. Là, je veux dire, c'était un moment donné où il était titulaire, où il avait sa carte à jouer et sa chance. On n'a pas vu grand-chose, et depuis le début de la saison, mis à part son but magnifique contre Monaco, on n'a pas vu grand-chose pour l'instant. On a vraiment rien vu, quoi. Donc j'espère qu'à un moment donné, ça va tourner et qu'on va le voir, parce que c'est clairement un des joueurs clés de cette saison. Pour moi, c'est un joueur offensif qui peut vraiment nous apporter énormément. On l'a vu contre Monaco, mais il va falloir vraiment être un peu plus constant et montrer ce genre de choses de manière plus constante, parce que là c'est dommage que dans ce genre de match là où justement tu as besoin d'un Jérémy Boga qui fait des différences en 1 contre 1 dans les dribbles, qui ne puisse pas en faire. Donc ça te permet pas d'avoir énormément de situations, d'occasions de remporter le match. On n'attend pas de ce genre de profil un peu virevoltant, un peu disruptif qu'il réussisse tout, hein, naturellement, ni qu'il marque voilà, comme au Louis II à chaque rencontre. Mais
effectivement, là, on est un peu perplexe. Je partage votre avis, messieurs, de se dire que propose des choses, tente des choses. Au pire, c'est raté. Il y a peut-être des matchs où tu rateras tout et on sera dégoûté. Mais là, on a même l'impression qu'en fait, il n'a pas essayé grand-chose et que du coup, sans surprise, le résultat, c'est que rien ou presque, ou en tout cas trop peu de choses ont été réussies de sa part et que ça n'a jamais vraiment fait, on va dire, vaciller le bloc défensif brestois. Pour terminer peut-être sur l'attaque de l'OGC Nice, on va parler de Terem Moffi. Alors on sait tout le débat avec Terem Moffi, très beau joueur, beaucoup de buts déjà en rouge et noir depuis son arrivée en début d'année, des buts en plus clés, une prestation XXL au Parc des Princes, mais sur cette rencontre-là, on l'a quand même senti isolé, assez en difficulté, même physiquement, pour se sortir de la nasse brestoise. Un petit manque de lucidité, de spontanéité sur les rares ballons, les rares occasions qu'il a pu avoir. En fait, cette analyse-là, on l'a déjà faite sur des matchs précédents et notamment au mois d'août sur Terem Moffi. Alors bien sûr, ça fait 7 journées, on sait qu'il doit faire évoluer son jeu pour être un peu plus en phase avec les préceptes voulus par Francesco Farioli. Mais je vais vous poser la question et ça va nous emmener un peu sur notamment les remplacements. Et vraiment, j'ai déjà pris la foudre une fois, j'ai compris le message, c'est pas besoin de me la renvoyer sur les réseaux sociaux. Mais je suis assez surpris que dans ce genre de match, en fin de rencontre, en fait, tu dis que tu ne vas pas tester autre chose que cette attaque avec Terem Moffi, et quand tu te décides à le faire sortir, ce qui est déjà, je trouve, assez exceptionnel de la part de Farioli, tu fais rentrer Evan Guessant, sauf que Evan Guessant, qui a fait des choses intéressantes depuis le début de la saison, c'était pas en pointe qu'il a pu les faire, c'était quand même en général sur le côté qu'il a pu apporter quelque chose, du volume de jeu, de l'intensité physique, bref, vous avez vu les matchs comme moi, vous le savez, et en fait tu n'as pas essayé de mettre Laborde dans l'axe et Guessant sur le côté. J'ai l'impression que Laborde dans l'axe c'est un tabou. Alors est-ce que physiquement c'est compliqué pour lui en fin de match? Est-ce que Francesco Farioli n'y croit pas? Peut-être que vous non plus et vous allez m'expliquer pourquoi. Mais je trouve qu'en fait, une fois que tu as fait le diagnostic que Moffi, Brest joue très très bien sa partition et Musel, notre attaquant nigérian, tu n'as pas franchement essayé autre chose et au final tu as envoyé Evan Guessant dans une situation où selon moi il ne pouvait pas mieux s'en sortir, voire même pas du tout bien s'en sortir. De toute façon, avec Moffi, on a tout de suite vu que dès que les espaces se faisaient rares, il était en grande difficulté. Alors il a essayé durant tout le match de descendre assez bas pour toucher le ballon, pour faire du relais, notamment de haut jeu. Mais trop de déchets, trop de pertes de balles et beaucoup de difficultés. Et les rares fois où il a pu faire des appels de balles, par exemple Dante qui souvent envoie des pastèques vers l'avant pour le trou en profondeur, là on n'a même pas vu ça pendant le match. Donc les rares fois où il aurait pu créer du décalage, on l'a pas lancé. Et quand il avait le ballon dans les pieds, c'était compliqué. Après, par rapport à son remplacement, moi au moment où Evan Guessant rentre, je suis convaincu que c'est Laborde qui va sortir. Je suis convaincu qu'Evan Guessant va jouer sur un côté et que Moffi va rester dans l'axe. Donc effectivement, si c'est pour le faire sortir Evan Guessant dans l'axe, autant mettre Laborde dans l'axe. J'y arrive pas à comprendre parce qu'en plus, sans faire un dossier spécial Laborde, je trouve que Laborde c'est encore une fois compliqué sur le côté. Donc je m'attendais vraiment à ce que ça soit lui qui sorte. Et ouais, effectivement, j'arrive pas à trop. De toute façon, sur ce match-là, j'arrive pas trop à comprendre les choix de Farioli. Mais pour en revenir à Moffi, oui, effectivement, en fait, c'est simple. Dès qu'il n'y a pas d'espace, c'est compliqué pour lui. Il n'arrive pas à se défaire du marquage. Dos au jeu, ça a été compliqué. C'était beaucoup moins efficace que contre Paris, par exemple. On l'a même vu contre Monaco. Il n'a pas eu tant d'occasions que ça. Je crois même qu'il n'en a pas eu une seule. Il faut trouver une solution pour exploiter au mieux ses qualités. Je regrette qu'on n'ait pas réussi à essayer, qu'on n'ait pas voulu le lancer en profondeur comme ça avait été le cas, notamment contre Strasbourg. C'est ce qui avait fait exploser un petit peu il y a encore ce mot, excusez-moi, mais c'est un peu ça, le verrou strasbourgeois, on l'avait fait voler avec une passe en profondeur. Je regrette qu'on n'ait pas essayé de le faire sur ce match-là. Mais voilà, pas grand chose à dire sur le match de Moffi, très compliqué, pas d'espace, et donc pas de quoi se mettre des occasions sur la dent.
Sachant que voilà, c'est absolument pas du Mofi bashing. Et quand tu disais on ne l'a pas lancé, c'est pas uniquement sa faute, parce que bon, il a fait un certain nombre d'appels aussi. Il n'a pas nécessairement été servi, notamment par Jérémy Boga qui a pu Oui, l'oublier heureusement que aussi tu le dis parce que une ou deux fois. je voulais le dire. Voilà, non mais bon, tant mieux. Si déjà on est tous les deux d'accord, ça veut pas dire qu'on a raison, mais au moins on sera moins, on sera moins seul. Jérémy, sur le match de Terem Moffi et sur au final les solutions employées devant, on peut parler plus largement du coaching de Francesco Farioli qui voilà, fait rentrer Van Guessa en pointe, qui fait rentrer enfin, et on peut en dire quelques mots, Badreddine Bouanani aussi en fin de rencontre sur le côté droit. Quelle est ta lecture, toi? Alors c'est facile avec le résultat et a posteriori d'en faire une critique, on en est bien conscient, mais qu'est-ce que tu en as pensé sur le moment et quelles leçons tu retires de ces dernières minutes et puis globalement de toute la rencontre de Terem, bien entendu. Sur les choix, tout d'abord, je pense que c'est vraiment propre à Francesco Farioli et il a de bonnes raisons de faire ses choix. Par exemple, je trouve que l'entrée de Buonanni était une bonne chose parce que je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on avait besoin d'un joueur qui fasse des différences dans les petits espaces. Et bon, malheureusement, il n'a pas pu vraiment en faire. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour en faire. Mais je trouve que c'était le bon choix. Guessant, ça fait 2 fois qu'il rentre en tant qu'avant-centre, donc à voir. Mais je pense que c'est vraiment en cours de match et au vu de la situation pendant le match que Francesco Farioli fait ses choix. La semaine dernière, quand on a joué contre Monaco, il a préféré faire entrer Aliou Baldé parce qu'on avait plus d'espace en fin de match. On a vu que ça, voilà. Je pense que c'est un bon choix. Là, elle a préféré Badrini Bonani parce qu'on avait besoin d'un joueur qui faisait des différences dans les petits espaces. Donc, je pense que les choix ne m'ont pas forcément choqué. Après, pour en revenir à Terem Moffi, bon, je pense qu'Alric a résumé en disant que dès qu'il n'y a pas d'espace, c'est un joueur qui a beaucoup de mal. Je commence un peu je pensais qu'il allait arriver à quand même faire des progrès un peu plus rapidement sur justement un peu ses faiblesses, dans le fait que quand il n'y a pas beaucoup d'espace, il ait un peu plus de mal. En fait, le problème, c'est qu'on passe d'un joueur qui fait des matchs exceptionnels comme à Paris, après un match à Monaco, j'ai trouvé plutôt bon quand même. Il était tombé sur un très bon Denis Zakaria, mais je trouve qu'il avait quand même fait son match. Il a quand même été présent, notamment dans son jeu de haut but. Oui, en plus, j'ai Par dit contre, qu'il cet n'avait pas eu après-midi, d'occasion. Ouais, excuse-moi, j'ai dit qu'il n'avait pas eu d'occasion à Monaco, mais si, il en a une très grosse, donc autant avec pour son moi. tir, ouais, en première mi-temps, il me semble. Ouais. Mais voilà, je trouve qu'il avait fait quand même son match à Monaco, mais il y a quand même pas mal de matchs où je trouve qu'on le voit pas du tout. Alors bien sûr, c'est quand l'équipe va moins bien, qu'on a moins de situations. Mais il y a des fois où, notamment, dans son jeu de haut but, il fait des contrôles qui partent super loin, il gagne pas ses duels. Donc bon, je commence à avoir un peu de mal parce qu'en fait, c'est un joueur que j'aime énormément par ce qu'il montre. Mais des fois, il fait des matchs exceptionnels et le match d'après, tu le vois pas, quoi. Donc du coup, moi, je sais jamais trop, enfin, je sais pas quoi m'attendre en fait. Et du coup, ça me frustre un peu. Donc bon, on va voir, mais c'est vrai que j'espérais quand même que sur ce genre de match-là, on trouve les solutions, notamment pour le trouver un peu plus, et que lui aussi on trouve un peu de son côté, parce que je reste persuadé qu'il a les qualités techniques pour y arriver. Mais voilà, je suis un petit peu quand même déçu aussi de son match. C'est le genre de joueur aussi qui sait faire des différences et qui là malheureusement sur ce match-là n'en a pas fait. Messieurs, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'essentiel de ce qui s'est passé sur le terrain. C'était assez peu, hein, vous en conviendrez, chers auditeurs, chères auditrices. On a un peu tout balayé, on s'est permis quelques écarts en plus dans notre programme jusque-là. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé encore et que vous souhaiteriez évoquer en plus, que ce soit les joueurs qui ont pu rentrer sur la pelouse, sur les 10 ans de l'Alliance Riviera, sur l'événement ou sur n'importe quel autre sujet naturellement? Bah, les choix de Farioli, moi, ils m'ont semblé bizarres. Enfin, surtout leur entrée de Rosario, quoi. Tu as Alexis Claude-Maurice qui revient de blessure. Pourquoi tu tentes pas de le mettre au milieu de terrain? Pourquoi tu mets Rosario qui est un choix éminemment défensif, qui en plus a failli nous coûter un but encore une fois sur une passe complètement foirée? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a mis Rosario au milieu de terrain et Youssouf en défense centrale. L'inverse m'aurait pas choqué. Alors l'inverse, Je- c'est aussi ce qui te coûte un but à Lorient, quand même. Ah oui, oui, mais c'est sur une passe en retrait de Youssouf, donc c'est pas parce que. Et la charrette de, la charrette de Pablo Rosario aussi. Oui, oui, bon, oui, effectivement, oui, bon, ok. Mais non, je comprends pas ce choix-là, en fait. Tu fais 0-0 chez toi dans un match où tu manques cruellement de solutions devant et tu fais des remplacements éminemment défensifs. Et je comprends pas. Je m'explique pas ça.
Jérémy? Ouais, il y avait deux choses. Bah, je vais commencer par les entrants depuis le début de la saison, donc ça va être un petit peu en corrélation avec ce que vient de dire Alric, mais pour moi, les entrants depuis le début de la saison, ça va clairement pas. Parce que je trouve que voilà, bon, mis à part Jérémy Boga qui met ce but à Monaco, et je trouve Evan Guessant qui sur quelques entrées, pas toutes, mais sur quelques entrées a apporté un petit peu, je trouve que le reste des entrants n'apporte strictement rien, en fait. Donc par exemple cet après-midi, je crois que le seul changement justement qui a apporté un petit peu quelque chose, c'est quand Evan Guessant est rentré, où il a eu son occasion, où Même d'ailleurs bon, Boudaoui, ça a été il compliqué. aurait pu, il y avait toute l'équipe, je pense, qui lui proposait une solution, mais il a préféré tirer un peu en étant dos au but, donc c'était un peu compliqué. Mais je trouve que voilà, il a eu cette occasion, il a apporté un petit peu de vitesse, il nous a fait gagner un corner en fin de match, c'est le seul qui a apporté quelque chose. Les autres entrants, il n'y a rien eu. Voilà, et tu parlais d'Hicham Boudaoui, mais alors les entrées d'Hicham Boudaoui sur ce début de saison, il y a pas quelque chose de notable. Donc bon, j'espère qu'il va pouvoir se relancer, mais en tout cas pour l'instant, c'est quand même pas, les entrées ne sont pas très bonnes. Mais voilà, c'est plus un constat général où je peux noter juste Evan Guessant qui fait de bonnes entrées, le but de Boga et l'entrée de Aliou Baldé qui était plutôt pas mal contre Monaco. Mais alors franchement, le reste des changements, notamment au milieu de terrain, ça n'apporte jamais quelque chose en fait. Alors dites-moi si je me trompe, mais moi je trouve que ça n'apporte jamais quelque chose. Donc là voilà, on parlait de Pablo Rosario qui m'a bien fait peur à un moment donné sur sa perte de balle. Heureusement, ça ne nous a pas coûté de but. Mais là où justement tu as un milieu de terrain qui est pas assez créatif, en plus tu fais rentrer Pablo Rosario en sentinelle, donc bon, alors, autant dire que tu n'auras pas plus de créativité. Et après mon second point, c'est pas forcément sur le terrain. En début de saison, je me posais des questions un petit peu sur les conférences de presse de Francesco Farioli, mais je le trouve vraiment très bon sur ses prises de parole en conférence de presse. Et là où je trouve que voilà, bon là on critique sur ce match-là où on n'a pas forcément eu un bon match, ou à domicile c'est un peu compliqué, mais je trouve quand même qu'il nous apporte pas mal de choses tactiquement. On va voir sur toute la saison si ça se confirme, mais je trouve que sur ses prises de parole, ses interventions, il est toujours très juste. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce il a vraiment cette capacité à rassurer, à trouver les bons mots. Donc je pense que s'il les a en conférence de presse, il les a aussi avec le groupe. Et je pense que c'est vraiment très très important. Donc je suis très content encore une fois qu'il soit là et qu'il soit notre entraîneur. Bien d'accord. En tout cas, ça parle football en conférence de presse et c'est vraiment appréciable. Ça a l'air tout con hein, comme ça, mais ça n'a pas Et toujours pas été que, hein, parce qu'il toujours a le été cas. très fort. Et pas que, parce qu'il a été très fort aussi lorsqu'il a fallu parler de ce qui s'est passé avec Alexis Beka vendredi. Il a eu les mots justes, il a eu les mots importants. Il a aussi parlé de la pelouse avec des mots tout à fait justes et compréhensibles. Et donc, non, c'est super d'avoir cet entraîneur qui était, on le rappelle, inconnu, sur lequel on se posait beaucoup de questions. Et sans dire que c'est le meilleur entraîneur qu'on ait jamais eu, parce que coucou Lucien Favre quand même. Très rassurant d'avoir un entraîneur qui nous rassure justement et qui est en communication à la fois très bon, mais surtout ce qu'il dit, on le voit sur le terrain, donc ça fait plaisir. Messieurs, je vous propose de terminer là-dessus. L'OGC Nice, malgré tout ce qu'on a pu dire, est 4e, 13 points, toujours invaincu, meilleure défense de Ligue 1, tout ça. Il y a quand même des points positifs. Alors, croyez bien, on partage largement votre déception. Le cœur n'y était pas du tout à la fin de la rencontre, en tout cas pas à la fête qu'on aurait pu avoir ou qu'on aurait dû avoir pour les 10 ans de l'Alliance Riviera, mais écoutez, ce sera peut-être pour une prochaine fois. De toute façon, les événements, on va dire les opportunités manquées se suivent à l'OGC Nice, que ce soit sur le terrain ou en dehors. On a bien l'habitude, c'est l'ADN du club, et pourtant, on est toujours là. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel après tout? On se retrouve la semaine prochaine après un déplacement face à Metz qui précédera une nouvelle trêve internationale, et d'ici là, Issa Nissa. Et ça, Issa Nissa.